Salut tout le monde. Alors, je suis très honoré et très content d'être là, parce qu'effectivement, de bon matin, et il y a quand même déjà beaucoup de monde. Bravo à tous les Nantais. Et donc, je suis Thomas de Comic Strip. Je suis très content d'être à DevFest 2015 à Nantes, ville en fait qu'Étienne et moi aimons beaucoup pour y avoir en fait fait une partie de nos études. On se souvient encore d'habiter en face du lieu unique. Mais bref, voilà, une partie de nos souvenirs sont ici, et donc c'est un peu un retour aux sources pour nous. Donc bienvenue à tous, bienvenue dans cette session sans doute la plus pointue, la plus technique, la plus difficile de DevFest, le code expliqué à ma mère. Alors cet été d'ailleurs, j'étais chez ma mère, donc quelqu'un que je connais, on se connaît depuis un petit moment à vrai dire, et là je vois un truc qui la taraude. Elle me demande, chérie, tu peux me redire c'est quoi ton métier exactement? Alors oui, effectivement, on fait partie des métiers qu'il faudrait expliquer tous les ans, voilà, à Noël, aux grands-parents suspicieux qui se demandent ce qu'on fait devant l'ordinateur tous les soirs, toute la journée. Enfin, vous voyez de quoi je veux dire. Parce que si on n'explique pas, au final, ça se résume à il fait de l'ordinateur. Et du coup, je dis à ma mère que je suis codeur. Et là, elle me dit, ah bon? Mais je croyais que tu étais ingénieur informatique. Alors bon, je me suis mis en tête de lui expliquer. Qu'est-ce qu'on fait. Donc je lui ai dit, bah voilà, le codeur, le codeur, il code. Voilà. L'ingénieur informaticien, grande différence, il code. Tout comme le lead développeur. Voilà. À vrai dire, il y a une nouvelle race de codeurs, ce sont les DevOps, mais la vérité entre nous, c'est qu'ils codent. Le data engineer, le développeur full stack, l'analyste programmeur, tout le monde code en réalité. Ça, c'est vrai. Elle me dit, bah c'est comme Jérémy. Comme Jérémy, le fils du voisin. Je lui dis non, Jérémy, ça n'a rien à voir, il est sysadmin. Donc, mais revenons un petit peu au départ, puisque pour bien expliquer ce qu'est un codeur, revenons aux sources, comment tout ça a commencé. À l'époque, je me souviens personnellement, c'était vers 1995, ceux qui s'y connaissaient à l'époque n'avaient qu'une question en tête, Pentium ou 486. Heureusement, l'ordinateur individuel était là pour nous éclairer, avec sa disquette fournie et son test, pour savoir si nous étions prêts pour Windows 95. À vrai dire, j'étais tout à fait prêt, et ce qui s'est passé, c'est qu'un beau jour, mon père revient avec un PC. Il n'y avait pas beaucoup de constructeurs à l'époque, bien sûr, il y avait le choix entre voilà, Dell, HP, voire Apple. Moi, il avait pris un Packard Bell. Bon. C'était mieux que rien, et surtout, c'était un Pentium. Voilà. Je pense que certains jeunes d'entre vous ne savent même pas ce que c'est qu'un 486 DX, voire un Pentium. Voilà. Non. Mais à l'époque, voilà, c'était très intéressant, et au final, j'avais ce genre de bête de course. Voilà, un Pentium de 100 MHz avec 8 mégaoctets de RAM sous Windows 95. Je dois faire des envieux, c'est vrai. Il faut se rappeler qu'à l'époque, sans Internet, sans crack, pas beaucoup d'open source, c'était encore un peu naissant. Ils avaient un gros argument de vente, c'était les 40 logiciels, que des incontournables. Voilà. Sans quoi l'ordinateur n'avait plus de raison d'être. Bien sûr, on peut citer parmi ces hits, ces logiciels indispensables, CorelDRAW. Voilà. Quelqu'un a déjà utilisé CorelDRAW? Parce que bon, honnêtement, on avait le CD, mais... École Dauphin, voilà, remarquable. Heureusement qu'on avait École Dauphin. Et surtout Works. Alors, Feu Works, rien que de revoir ça me rappelle des souvenirs. Mais il y a un truc qui n'existe plus aujourd'hui, malheureusement, je le regrette, et qui nous a pourtant sorti de bien des problèmes, c'est le bouton turbo, dont les secrets de fonctionnement, évidemment, ont toujours été réservés aux plus experts d'entre nous. Mais bon. Mais je vois certains déjà me regarder de travers. 100 MHz, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme, et du coup, je voudrais rendre hommage, voilà, saluer. J'en ai vu quelques anciens parmi nous qui ont par exemple commencé sur des TI 99 de 1979, des Epson Abacus, voire même des Commodore 64, culminant à 0,9 MHz, 64 kilooctets de mémoire. Donc je voudrais saluer nos anciens qui peut-être se reconnaîtront ici. Voilà, bravo à eux. Pour la génération la plus récente, il y avait un truc de dingue dans Windows 95. C'est le menu accessoires. Une véritable boîte au trésor. On pouvait trouver tout un tas de trucs, à vrai dire la loupe. On pouvait parcourir tout son écran avec la loupe.
Le magnétophone, qui n'a jamais fait un 2 dans le magnétophone, découvrir la petite truc vert. Le Notepad et sa version sur stéroïde, le WordPad. Et surtout Paint. On pouvait passer son après-midi sur Paint et écrire, voilà, écrire son nom, essayer de simuler avec la souris qu'on pouvait écrire, mais non, on ne peut pas. Moi, ce qui me faisait le plus de sensations, à vrai dire, c'était les économiseurs d'écran, ce genre de choses. Moi, ça me donnait la chair de poule, et cela dit, dans mon souvenir, c'était HD Retina, ce labyrinthe, malheureusement. C'était pas le cas. Mais bon, je vous le dis, j'avais 100 MHz, 8 mégaoctets de RAM, ce qui était limite à l'époque ostentatoire, limite bling bling. À l'école, je faisais même de l'understating, je disais que j'avais 20 MHz pour ne pas susciter les jalousies. Mais malgré ces 100 MHz, la réalité, malgré le bouton turbo, la vérité, c'est que l'ordi ramait souvent. À l'époque, je me disais, un jour, on aura des bécanes 100 fois plus rapides et tout se chargera en un éclair, doux rêveur que j'étais. Car aujourd'hui, j'ai beau avoir un Core i7 3,2 GHz et 12 Go de RAM, ça rame toujours. Alors des fois, je me dis, encore une fois, un jour, on aura des bécanes 100 fois plus rapides et tout se chargera en un éclair. Mais quelque chose me dit que même avec un alpha holo-core et 2 téraoctets de RAM, eh bien, ça ramera encore. Et donc, faisons-nous une raison tout de suite entre nous, disons-nous-le franchement, il faut que ça upload, que ça commit, que ça compile. La patience, c'est bien une valeur de codeur, malheureusement. Mais revenons donc encore effectivement à cette enfance du codeur. Le futur codeur, c'est quelqu'un qui fouille dans son PC et fait des boulettes. Toi aussi, peut-être le jour, tu as acheté Half-Life, tu arrives chez toi, tu regardes la boîte, il faut 400 mégaoctets, il t'en manque 100. Et là, la meilleure idée que tu as, tu demandes à ton meilleur pote, un expert, c'est un meilleur, voilà, il a 12 ans, et c'est un expert. Il regarde ton ordi et il te dit c'est quoi ça, ton logiciel System 32 ? Vas-y, vire. Bon, vous connaissez la suite. Sauf que d'ailleurs, moi, mon père, il avait besoin de l'ordinateur pour faire le menu de mariage de ma sœur sous Publisher. Donc, direction boulanger. Le magasin hi-fi, parce que moi, j'ai longtemps confondu. Et là, miracle, un nouveau Windows tout neuf. La sensation du nouvel OS fraîchement installé entre nous, c'est pas si loin de le... Ouais. Après les bricolages de gamins, voilà, vous avez sans doute ça aussi à l'esprit, dans vos souvenirs, vient l'étape de l'école. On rejoint une école d'ingénieurs, d'informatique. Et là, il y a les collègues de classe, tu les connais. Il y a celui qui vient juste profiter de la connexion. On se demande bien ce qu'il télécharge. Le mec super balèze qui, pendant que tu supprimais System 32, lui, il passait des certifs Cisco. Voilà, très bien, ok. Il y a celui qui ne veut pas coder et être chef de projet. Bon, a priori, c'est pas vous et c'est pas nous. Et tu connais pas tout le monde dans la promo. En réalité, on ne connaît pas vraiment toute notre promo. Il y a des gens que tu découvres à la fin de l'année, mais il y a une personne, tu sais comment elle s'appelle, tu connais son parcours, ses options, et tu sais même où elle s'assoit. C'est la fille de la promo. Mais en réalité, il y en a un à qui je pense avec affection et que je respecte beaucoup. C'est celui qui paye 5 000 € et qui ne vient pas. Tu te demandes ce qui se passe quand même. C'est sûr qu'à la fac, tu ne viens pas, c'est gratuit, y a pas, voilà, ça va. Mais là, il y a quand même un certain panache à payer 5 000 € et il ne vient pas. Bref, voilà comment on s'en vient à être codeur. Et je me souviens, après mes études, j'ai eu la chance de rencontrer un vieux codeur qui m'a donné d'excellents conseils pour amorcer ma vie professionnelle. Pour devenir codeur et réussir ma vie, qu'il disait, il y a des compétences indispensables qu'un codeur doit absolument maîtriser. La première évidemment, très importante, c'est savoir installer une imprimante. Maîtriser les drivers, on ne vous l'apprend pas forcément en cours, mais c'est une erreur, tous les codeurs sont confrontés tôt ou tard à ce défi dans leur carrière. Un jour, j'ai installé une imprimante en Wi-Fi, j'ai fait la différence directe avec les autres, et à contrario, j'avais un collègue, je me souviens, un collègue codeur qui n'y arrivait pas, il était toujours bloqué devant ses imprimantes, et aujourd'hui, il a raté sa vie, il code en VBA. Voilà. C'est un excellent développeur Excel, mais bon, il en faut, voilà.
Mais malheureusement, cette connaissance des drivers Excel ne suffit pas toujours. Encore récemment, on me dit Thomas, j'ai un problème avec mon clavier, les chiffres sont cassés. Je dis, c'est là que je sors le numlock. Voilà, c'est une petite astuce que j'ai, mais qui a sauvé des milliers d'heures dans la boîte. J'ai eu une prime exceptionnelle pour maîtrise de numlock. Mais bon, ça évidemment, ce sont des compétences de base, qui ne suffiront pas. Et donc, il y en a une qui est intéressante aussi, c'est l'expertise en réparation d'Android. Tu as toujours un noob qui ne sait pas router son Android. Mais c'est le genre de noob qui répond au spam, vous voyez, ce genre de mec. Pour le coup, là-dessus, je crois que je préfère Apple parce que ce que j'aime bien avec les mecs qui ont un iPhone, ils sont tout fiers, parce qu'effectivement, les gens qui ont un iPhone sont toujours très fiers. Voilà, et quand tu leur demandes l'heure, ils sont « Ah, bien sûr que j'ai l'heure !» voilà. Et je lui dis « Mais alors, si tu as un problème avec ton iPhone, je le regarde, je lui dis bah, « Va au Genius Bar !» Parce qu'ils ont beaucoup de Genius chez Apple. Mais l'autre compétence qu'il faut maîtriser, et c'est très d'actualité d'ailleurs, c'est la maîtrise des convecteurs temporels pour mettre en ligne le projet hier. Voilà. Parce que, hélas, pas évident. Encore une fois, c'est ce qui vous permet de rentrer sur le marché du travail. Et il y a beaucoup d'opportunités professionnelles pour les codeurs. On peut travailler sur des grands projets qui vont maintenant concerner des millions, voire des milliards de personnes. Voilà, ces grands sites. Et à vrai dire, parce qu'en parlant de milliards, qui est-ce qui crée la valeur aujourd'hui? Qui est-ce qui crée? Ce sont bien les codeurs. Il suffit parfois de quelques lignes de code, de petits logiciels pour gagner des milliards. Par exemple, je ne sais pas... non, pas Volkswagen. Voilà. Mais bon, vous voyez l'idée. Donc, le futur pour les codeurs, également le futur pour nos amis sysadmin. Voilà, on aime bien les vanner, même si aujourd'hui, voilà, sysadmin, codeur, DevOps, voilà, on ne sait plus très bien. Mais en réalité, je pense aux sysadmin la dernière fois, certains d'entre vous connaissent un petit peu bien. Il y a tellement d'objets connectés, en fait, qu'on verra bientôt fleurir les sysadmins atomes. C'est assez drôle de penser qu'un jour, voilà, on aura besoin de ces sysadmins qui viendront, si vous avez un problème avec votre serrure connectée, vous êtes bloqué à l'extérieur. Si vous avez un problème avec votre ampoule connectée, dont il faudra updater le FireWire, ou si vous avez un conflit d'IP entre votre lit intelligent et votre réveil matin, ou qu'il faut passer la maison en IPv6, voilà, on aura bien besoin de nos amis sysadmins. Donc, je suis assez serein, autant pour nous codeurs que sysadmins, l'avenir s'annonce radieux. Et donc, ce sont des gens, en tout cas codeurs, sysadmins, qui ont des facultés extraordinaires. Par exemple, le presse-papier, c'est toujours... moi, personnellement, quand je fais CTRL-C, il y a un truc, je sais toujours que j'ai quelque chose dans mon presse-papier sous mon index, et il faut vite que je fasse CTRL-V, voilà, pour être sûr de... Et il peut bien se passer le bing-bang, que je sais que j'ai un truc dans le presse-papier. Je me souviens, la dernière fois, je n'endormais pas. Voilà, je tournais dans mon lit et je me suis rendu compte au final que j'avais quelque chose dans mon presse-papier. Je me suis levé pour CTRL-V sur mon clavier et retrouver la sérénité. Et ça fait vraiment partie des choses du codeur. Et il y en a d'autres, à vrai dire, et il y a quelque chose de vraiment très spécifique au codeur, c'est qu'on voit les adwares. On les sent comme un sixième sens. Je ne me l'explique pas, à vrai dire, mais par exemple, devant ce genre de choses, ta mère, elle ne sait pas que le bouton démarrer, ce n'est pas ce qui va démarrer le speed test. Nous, on sait que le bouton démarrer ne démarre pas le speed test. Alors, on le sait. C'est un piège, bien sûr. Pareil, sur ce genre de page, tu le sais, toi, au fond de toi. C'est lequel, le bon bouton? Alors, évidemment, il y en a qui se font avoir, mais nous, on le sait. Voilà, on sent ces choses-là. Malheureusement, on a beau avoir des super compétences, il y a des trucs sur lesquels on galère. J'ai un ami CTO, il fait des trucs de dingue, par exemple. Quelqu'un qui gère la virtualisation, les polyglottes multilangage, il gère des code reviews, des compilations de kernel Linux. Même refactorer du code des autres ou estimer le temps pour développer un module, on sait que c'est pas évident, voilà, estimer le temps, c'est quelque chose qu'il arrive à faire, mais il y a un truc sur lequel on bute, toujours, c'est nommer les variables. Voilà. Franchement, des fois, j'ai voulu tout arrêter, juste parce que le seul nom qui me venait à l'esprit pour ce foutu tableau de données, c'était data. Franchement, t'as un tableau, t'as envie de l'appeler data. Data table. Bon. Et un autre problème avec les codeurs,
c'est qu'autour d'eux, la notion de temps devient très relative, complètement à vrai dire. Et donc, il y a les fameuses 5 minutes du codeur. Il y a les 5 minutes, voilà, avant d'ouvrir le projet, qui malheureusement peuvent vite transformer en 5 minutes, 1 heure. Voilà. Et le problème, c'est que rapidement, elles peuvent devenir les 5 minutes demain. Voilà. Et ça arrive aussi, malheureusement, c'est le 5 minutes oublie-moi à tout jamais. N'en parlons plus. Et donc, c'est nos petits défauts de codeur, hein, voilà, nos défauts, allez, on pourrait dire nos tocs de geek, de codeur, dont un autre qui me vient à l'esprit, c'est bien sûr le fait qu'on garde les boîtes. Les boîtes. Moi, je me souviens, quand j'ai acheté mon premier PC, un de mes premiers PC à rue Montgallet à Paris, ça existe encore, je pense, la rue Montgallet. Il m'a dit garde les boîtes pour la garantie. Le matos est à la poubelle, la garantie est passée, mais j'ai encore les boîtes. J'ai un placard rempli chez moi de barrettes de mémoire RAM, de processeurs Pentium. On ne sait jamais. C'est le mot d'ordre. Du coup, ma mère, elle me redit la dernière fois, elle me fait « T'es toujours devant ton ordi, t'as pas d'amis? Sors un peu », qu'elle me dit. Je lui dis non, il y a Stack Overflow. J'adore aller sur Stack Overflow parce que, vous savez, il y a toutes sortes de mecs. Il y a notamment ce mec, tu le connais peut-être, c'est le mec, il pose une question hyper bloquante pour lui. Apparemment, il bloque tout sur son projet. Je me demande ce qui se passe. Le mec, il pose la question et il attend. Tu vois des fois. L'autre mec que tu connais, c'est le mec, il pose la question, il s'auto-répond qu'il a trouvé, et c'est tout. Tu as envie de lui dire, mais balance la solution. Ou alors, dans ce qu'on fait à la maison, en parlant justement de forum, moi perso, peut-être certains d'entre vous aussi, j'aime bien faire de la domotique. Voilà, en tant que codeur, on ne peut pas s'empêcher de tout automatiser à la maison. Moi, la dernière fois, j'avais un problème pour gérer la détection automatique de la lumière. Je me suis retrouvé. Bon, voilà, on se dit, je rentre à la maison, je veux que la lumière s'allume. Mais je me trouve à ouvrir un post sur le forum. Comment savoir si c'est le jour ou la nuit? La détection de la lumière, la luminosité, voilà, pour pas que ça allume pendant le jour, quoi. Et là, il y a un mec qui me répond, il me dit, regarde par la fenêtre. Je lui dis, c'est pas faux. Bon, l'ennui avec la fenêtre, c'est que c'est la lumière. Et bon, nous, les codeurs, alors il y a des reflets, on n'aime pas trop. Et donc, au final, c'est toujours un topic qui est toujours ouvert, donc personne n'a trouvé la solution. Sur ce forum de domotique, c'est une histoire vraie. Et donc, bien sûr, on se caricature, les codeurs. On est souvent dans des grottes, mais on sort. On est souvent même amené en rendez-vous pour des questions ultra techniques. J'ai un collègue qui me dit la dernière fois, Thomas, viens au rendez-vous, il y aura le directeur technique, ça va être chaud. Il faut que tu viennes. Moi, je lui dis pas de problème, je connais mon sujet, allez, je viens. Je me pointe au rendez-vous, sûr de moi. Et là, une seule question, très très haut vol, très technique. Est-ce que le site sera en HTML5? Je lui dis oui, c'est cadeau, vas-y, je vous fais du CSS3 avec, allez. Et c'était tout, voilà, donc malheureusement. Il faut admettre que le codeur passe beaucoup de temps devant son ordi. Alors il développe un certain rapport avec sa machine. C'est quelque chose de relativement personnel dont je ne vais pas développer ici, le rapport avec la machine. Mais aussi avec l'IDE, par exemple, donc le fameux IDE. C'est vraiment un truc qui nous rend fous, cette IDE. Des fois, quand tu modifies un truc en dehors de l'IDE, il se vexe, au hasard Eclipse. Bon, je sais pas si quelqu'un... Il y a des jours, tu n'as rien fait, tu arrives au travail, tu allumes ton ordinateur et là, pas d'autocomplétion. Pas aujourd'hui. Bon, d'accord. Il a ses petites humeurs. Mais d'ailleurs, ça nous énerve, ce genre de choses. Mais c'est assez facile d'énerver un codeur. Moi, il y a des trucs qui me mettent hors de moi. Je pars en vrille en 2 secondes, c'est un truc de ouf. Et d'ailleurs, il y a un des trucs, dernièrement, qui est bien fait pour venir le codeur, hein, c'est Chrome. On lui donne de la RAM, on espère qu'il va la partager, que ça accélère le poste de travail. On est toujours en train de se dire, Chrome, voilà, il prend de la RAM. Tu lui donnes, mais le problème, c'est qu'au final, pour l'IDE, ils peuvent se brosser. Tu as beau donner de la RAM,
eh ben, Eclipse n'est toujours pas plus rapide. Et ça me fait penser aussi, pour énerver un intégrateur, un front-end développeur, vous voyez, tu prends son code, top, tu lui casses la cascade, ça, ils n'aiment pas ça, les importants. Et ce qu'ils détestent encore plus, les front-end, moi, quand je veux un petit peu taquiner le front-end développeur, je lui balance du BR. Ah, ils n'aiment pas ça, le BR. Ah, ça... Il y a un autre truc qui énerve beaucoup le codeur, c'est les programmes par défaut. Je me souviens la dernière fois, peut-être un moment d'inattention, j'ouvre le fichier XML, je double-clique, et là, erreur, Visual Basic, qui se lance. 10 minutes de perdu, hein. Là, honnêtement, j'étais me prendre un café. Comme la dernière fois, encore une fois, dès qu'on a un petit moment d'inattention, on le paye de cash. Voilà, quand tu as le next un petit peu rapide, tu viens de télécharger un logiciel sur SourceForge. Voilà. Bon, là, tu peux prendre ton après-midi, tu prends ta RTT pour nettoyer tout ce bordel, parce que bon... Le truc qui rend dingue les codeurs, et j'aime bien de temps en temps, moi aussi, je les taquine, parce que bon, on est collègues, hein, je leur balance le point d'exclamation dans le ticket. Ça, le codeur, il n'aime pas le point d'exclamation. Mais ce qui retourne encore plus le codeur, ce qui est pire, c'est 2 points d'exclamation. Là, dans le ticket, et 3 points d'exclamation, le mec, il pose sa dème. Voilà. Mais alors, il y a quelque chose de potentiellement encore pire, qui énerve le codeur, c'est l'autre codeur, voilà, qui touche à son code. Donc, attention. Notamment après les vacances, on revient. Voilà, qu'est-ce qu'on trouve ? Petite note quand même, ça me fait penser évidemment à quelque chose qui a le don de nous énerver, nous, enfin certains d'entre nous, je pense aux web développeurs. La dernière fois, ma mère, elle me redemande quelque chose, je vois bien qu'il y a quelque chose sur lequel elle se pose des questions, elle me regarde très sérieusement, avec un petit air de défi, elle me dit « C'est quoi le problème avec Internet Explorer ?» Il faut quand même comprendre, 10 ans d'évangélisation anti-Internet Explorer, hein, vous l'avez tous fait, vous avez installé Mozilla Firefox sur l'ordi familial en espérant faire... Et voilà, mais IE6, ils vont le traîner pendant des générations chez Microsoft. Hein, il y a toute une génération de codeurs ruinés, malheureusement. Et peut-être certains d'entre vous sont passés à travers IE6, mais pas moi. C'était un moment difficile de ma vie. Donc, pour nous réconforter, on peut se voir... Voilà, pour nous réconforter, on peut se faire offrir, je pense à l'anniversaire ou bientôt à Noël qui vient, des petits cadeaux de codeurs. Le problème, c'est qu'on se fait offrir certaines choses, comme par exemple ce genre de choses, voilà, des conneries USB. Voilà, qui n'a pas un sapin USB ou un lance-roquette USB ou un chauffe-plat USB qui ne marche pas? Ou alors un t-shirt rigolo, voilà, très drôle. Voilà, ce genre de bonne vanne. Ou alors quelque chose, mauvais cadeau également, le Blu-ray de Star Wars, parce que bon, soit je l'ai déjà, c'est pas la peine, soit je l'ai pas, c'est que je le veux pas. Hein. Donc, autre cadeau inutile, limite déprimant, une licence WinRAR. Eh oui, j'ai envie de le dire, quelqu'un qui donne-moi de l'argent à la place pour financer les side projects. Et alors ma mère elle va me demander, mais qu'est-ce que c'est que le side project? Je lui dis, c'est très simple. Le side project, c'est un projet qui n'a jamais vraiment commencé, qui n'a jamais vraiment terminé. Et du coup, à la fin, elle a compris finalement ce que je faisais, mais elle se pose la question du pourquoi, du purpose. Pourquoi tu codes? Enfin, vraiment, c'est quelque chose qui t'anime, t'aimes ça, genre c'est ta passion, quoi. Et en fait, c'est vrai que quelquefois, malgré tout, on peut être amené à douter de ça, malgré la passion qui nous anime. Notamment quand on code voilà, pour placer la bonne pub au bon endroit. Voilà, on se rend compte qu'on peut avoir des petits moments de doute. Mais la réalité, c'est que quand on a, par exemple, développé une fonction magnifique, excellente, qu'on a réutilisée plein de fois, on se dit « Ah, quand même, on a une sensation de plénitude excellente ». Même des fois, on aurait envie d'encadrer des fonctions, tellement elles sont belles, tellement elles sont concises et factorisées. Même des fois, j'ai des doutes, toutefois, quand je relis mon code de l'année d'avant. Tous les ans, quand je relis mon code de l'année d'avant, je me dis, j'étais bourré, qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui ai écrit ça? Alors du coup, devant ces petits moments de doute, j'en viens à me penser que peut-être
Peut-être je devrais changer de métier. Peut-être je devrais tout arrêter, je pourrais être berger ou peintre, faire un autre métier, ne pas être devant l'ordi toute la journée. Mais à chaque fois que je me pense à ça, au final, assez vite, je me dis non, on verra ça plus tard parce que là j'ai un bug sur le framework, un truc vraiment urgent, donc je vais aller coder un fixe. Donc je vais y aller tout de suite d'ailleurs. Donc merci à tous et salut et bonne conférence.